Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info 10. Nous sommes le jeudi 25 février et tout de suite nous partons pour 30 minutes de JT. La mobilisation des salariés de la société Constructel Construction, sous-traitant d'Orange Caraïbes, prend fin aujourd'hui après plus de 3 mois de négociations. 29 des 76 techniciens de l'entreprise en grève depuis le 7 février 2023 réclamaient l'application pleine et entière de la convention collective du BTP. Le protocole de fin de conflit a été signé ce jour, satisfaisant ainsi l'ensemble des revendications des salariés. Autre sujet maintenant, le président de région Harry Chalus a fait valoir son droit de réponse à la suite de la perquisition de la mairie de Baie-Mahault qui s'est déroulée dans la soirée du mardi 23 mai. Pour rappel, plusieurs élus, dont Harry Chalus, sont soupçonnés de détournement de fonds publics et plus exactement d'avoir détourné tout ou partie d'indemnités de frais de mandat. Entendu en février 2023 par les services de police, le président de région affirme avoir procédé au remboursement des sommes litigieuses et déclare se tenir à la disposition des autorités compétentes. Ce matin, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a poursuivi sa visite officielle au grand port maritime de la Guadeloupe. Présent sur notre territoire afin de préparer le comité interministériel des Outre-mer, Bruno Le Maire a assuré un soutien total pour le projet d'agrandissement des infrastructures portuaires. Un développement qu'il juge nécessaire à l'économie guadeloupéenne et qui se veut respectueux de l'environnement. Un reportage de Michel Depape. Nous avons parlé très longuement du projet d'agrandissement du port de la Guadeloupe et je suis venu ici apporter un soutien total à ce projet d'agrandissement du port. Je pense que c'est d'abord une opportunité économique formidable pour la Guadeloupe, qui peut devenir un grand hub portuaire pour desservir le reste des Antilles, mais aussi une partie de l'Amérique du Sud. Ça va créer de l'activité économique, ça va créer de l'emploi. Je pense que c'est une opportunité environnementale et qu'il faut saisir la transition écologique pour transformer à la fois les porte-containers, transformer le port et faire de la Guadeloupe le hub portuaire le plus vertueux du point de vue environnemental. Le coût global, le chiffre qui a été avancé de l'ordre de 170-180 millions d'euros. Donc vous voyez que c'est une somme qui est très importante. Je ne vais pas préciser qui apportera quoi. Je vais simplement vous redire à quel point nous sommes mobilisés pour trouver des financements, y compris en nous appuyant sur l'Union européenne. L'Union européenne a des projets qui sont financés dans ce domaine-là. Je pense que l'avantage comparatif du projet de la Guadeloupe, c'est le respect de l'environnement. C'est cette volonté d'être du point de vue environnemental totalement exemplaire. Ça justifie les crédits européens. Monsieur le Président, vous allez bien depuis hier? Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, le but, c'était que l'ensemble des entrepreneurs et des représentants des grandes organisations professionnelles puissent s'exprimer avec le ministre, leur faire part de la vision, des problématiques, des solutions, des demandes de réforme. Et on a fait un peu le tour, aussi bien de la construction, du commerce, également du tourisme. Et chacun a pu dire finalement quelles étaient ses difficultés. Je rappelle que le ministre de l'économie, c'est le ministre des entreprises, puisque c'est sous ce ministère que l'ensemble des réglementations des entreprises sont prises, et c'est là qu'il y a les réformes, la création de richesses. Et le ministre est très attentif à la création de richesses des entreprises, parce que c'est l'entreprise qui crée la richesse France, la richesse Guadeloupe, la richesse des Outre-mer. Et donc c'est important qu'on puisse libérer les énergies et permettre finalement de notre avenir. Ce soir, nous recevons Madame Christiala Radin et Monsieur Mika John qui vont nous parler donc de l'événement qui se tiendra samedi 27 mai. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc l'événement, c'est l'EWOP C'est en nous. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça va consister cet événement?
Bonsoir madame, bonsoir à tous. Donc c'est l'Europe tout près. Hein. Donc l'idée c'est d'être au plus près de la population. Donc ce samedi 27 mai qui est un jour important pour nous en tant que Guadeloupéens. Et c'est vrai qu'on nous a posé la question, parce qu'on a fait plusieurs radios et télé, pourquoi ce jour, et étant donné que c'est un jour de commémoration, est-ce que ça ne fait pas un conflit? Alors il faut savoir qu'au niveau européen, tout ce qui touche à la culture, à l'histoire, c'est très important, puisque ça fait partie de notre identité, et on considère que justement, il faut savoir que... Je vais laisser Monsieur John en parler un peu plus, mais ce même jour, en fait, il y aura aussi une manifestation autour justement de mai 67, donc pour justement parler aussi de cet aspect patrimoine et histoire. Voilà. Très bien. Oui, alors bonsoir et bonsoir aux auditeurs. Alors, je pense que aujourd'hui, les gens commencent à connaître un peu plus la MEG, Maison d'Europe Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on essaie d'être, on va dire, un pôle centralisateur d'informations. C'est-à-dire qu'il suffit de passer en fait par la MEG pour avoir les informations en fait sur l'Europe. Et l'idée pour nous, c'est d'être au plus proche de la population, pouvoir donner des informations. Au final, c'est ce qui manque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui existent. On sait qu'il y a la région et d'autres partenaires qui font énormément de travail en fait actuellement. Et il s'avère que malheureusement, c'est juste que le public qu'on doit toucher, ce public-là, il n'est pas touché. Et puis ce public-là n'est pas au courant. Donc, ce que nous souhaitons faire, c'est justement d'être l'endroit où on peut aller et demander qu'est-ce qui se passe. Et puis, on peut dispatcher vers les différents partenaires, on peut dispatcher vers les personnes avec lesquelles on travaille, avec les personnes qu'on est en lignage, comme on dit. Et le 27 mai, ce sera l'occasion pour nous de montrer qu'on est présent et qu'il n'y a pas de différence entre ce qui nous compose, notre culture, notre ADN, et le fait qu'on soit effectivement dans l'Europe, et que nous en faisons partie, donc on peut pas négliger, et qu'on doit prendre aussi ce que l'Europe a à nous apporter, et nous devons surtout emmener en fait à l'Europe ce que nous avons emmené, ce que nous avons de particulier, et c'est en ce sens qu'on sera sur le marché de Sainte-Rose le 27 mai. Très bien. Et quelle population, qui est-ce que vous espérez toucher avec cet événement? Quelle est votre cible, on va dire? Alors, pour l'événement du 27 particulièrement, puisque c'est le mois de l'Europe, alors c'est surtout la population, c'est-à-dire que dans la population, il y a des futurs porteurs de projets, dans la population, il y a des futurs étudiants, dans la population, il y a des personnes qui ont peut-être envie d'aller à l'étranger, avoir d'autres expériences professionnelles. On pense par exemple aux personnes qui sont demandeurs d'emploi. Et nous souhaitons toucher toute cette population-là, et surtout les plus jeunes, puisque ça commence aussi à l'école. Donc les plus jeunes, pour qu'ils puissent savoir au moins se situer, savoir où est l'Europe, qu'est-ce que devient l'Europe, qu'est-ce qui se passe aussi. Donc nous sommes vraiment là pour toucher toute tranche de la population, et parce que parmi ces personnes-là, il y a demain aussi des futurs députés européens, il y a aussi demain des personnes qui vont peut-être s'intéresser à tout ce qui se passe à l'Europe, et qui seront peut-être demain des personnes qui nous défendront aussi devant le comité. Donc c'est très important pour nous que toute la population guadeloupéenne fasse un petit tour sur le marché de Sainte-Rose le 27 mai. Très bien. Et une dernière question, quel constat vous faites à l'heure actuelle justement de la connaissance des Guadeloupéens sur les projets portés par l'Europe, et peut-être aussi en particulier la jeunesse? Quel constat est-ce que vous pouvez justement tenir? Alors justement, c'est très important, c'est vraiment très bien que vous parliez de la jeunesse, puisque ce qui se passe, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'à part certains chefs d'entreprise et qui ont envie d'avoir des aides européennes, certaines personnes se désintéressent complètement à tout ce qui se passe en Europe, alors qu'il faut savoir que l'Europe fait un effort particulier sur tout ce qui est lié à la culture, c'est-à-dire notamment les artistes en fait qui peuvent exprimer leur art. L'Europe travaille pour eux, et on sait qu'on a énormément de jeunes, par exemple, qui sont en école d'art et autres. Nous avons aussi l'Europe qui font un travail particulier en ce qui concerne les programmes scolaires, c'est-à-dire qu'on a l'Erasmus, et je prends l'occasion aussi pour faire une petite
une petite pointe pour l'Erasmus Day qui aura lieu à la rentrée. Donc du coup, et nos jeunes justement ont la possibilité d'aller acquérir de l'expérience dans les autres pays européens. Il faut savoir qu'il y a des bourses qui sont là pour ça, etc. Et malheureusement, ce public-là qui est vraiment, ils ont envie d'en profiter un maximum, mais ils n'ont pas forcément toutes les informations. Donc la MEC Guadeloupe, Maison de l'Europe Guadeloupe, on est là pour distiller l'information. On est sur les réseaux, WhatsApp, Facebook, etc. Donc les jeunes, du coup, c'est à eux de s'approcher, c'est à eux de demander qu'est-ce qui se passe. Et on aimerait énormément les toucher le 27, donc donner des informations, prendre des coordonnées pour qu'ils soient au courant de tout ce qui se passe et en rapport avec l'Europe. Très bien. Alors, si je peux me permettre, juste pour ajouter, alors il faut savoir que le 27 mai, en fait, on a prévu aussi pas mal de petits cadeaux et de jeux. Donc, ce sera aussi l'occasion de partager, en fait, des goodies avec les participants des jeux, de pouvoir avoir des informations, on va dire, de manière ludique sur l'Europe. Et je tenais à souligner quand même que ce mois-ci, donc c'était le mois aussi de la mémoire des commémorations pour nous Guadeloupéens, et pour l'Europe c'était le mois donc de l'Europe. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de manifestations qu'on a fait, et Monsieur John parlait de la partie mobilité. Et bien nous avons fait une manifestation au niveau du lycée de Sainte-Anne sur la mobilité. Donc on va vraiment même dans les lycées pour donner l'information. Donc on essaie vraiment d'emmener l'information au plus près. Voilà. Très bien. Je vous remercie infiniment. Donc, on rappelle le rendez-vous samedi 27 mai de 9h à midi au marché de Sainte-Rose. Exactement. Très bien. Je vous remercie et passez une excellente soirée. À vous aussi. Très bonne soirée à vous Merci aussi. beaucoup. Alors, créer un réseau caribéen autour de l'adaptation au changement climatique, c'est l'objectif du programme Carnet Adapt. À travers ce projet, les acteurs souhaitent lancer une réflexion autour de l'agriculture et de l'alimentation qui sont fortement impactés par les conséquences du réchauffement climatique et particulièrement dans plusieurs îles de la Caraïbe. Reportage. L'objectif de Carnet Adapt, c'est de créer un réseau caribéen sur l'adaptation au changement climatique. Pour la première phase, qui est celle qui nous concerne aujourd'hui jusqu'à fin 2023, on va vraiment pour l'instant se concentrer sur les thématiques agriculture-alimentation, donc résilience des systèmes agricoles et alimentaires sur 4 territoires qui sont la Guadeloupe, la Martinique, Sainte-Lucie et la Dominique. Sur une seconde phase qui aura lieu à partir de 2024, on va élargir le nombre de thématiques et élargir le nombre de pays. Mais pour le moment, on va rester concentré uniquement sur les questions d'alimentation et d'agriculture. Le dernier rapport du GIEC, qui est le groupe d'experts sur le climat, montre que ce réchauffement climatique risque d'être très sévère. Et donc, en fait, il faut que nous préparions notre agriculture et bien être résilients parce que c'est notre agriculture qui nourrit la population. Nous travaillons spécifiquement sur 3 livrables principaux qui sont le premier à une cartographie des différents acteurs. À date, nous en avons recensé plus de 300, que ce soit des acteurs publics, des secteurs privés, la société civile. Le deuxième livrable sur lequel nous travaillons, c'est d'établir des profils de vulnérabilité et des profils climatiques sur les 4 territoires du projet. Enfin, nous travaillons sur la problématique de constitution du réseau, notamment en consultant les différents acteurs pour recenser leurs besoins et essayer de répondre du mieux possible afin de mettre en place un réseau avec des outils qui puissent répondre au mieux à leurs attentes. On fait les échanges pour voir quand on fait différent, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'il y a qui marche dans les îles francophones et les îles françaises. On ne sait pas maintenant, donc c'est ça. On fait les webinars pour faire les échanges, pour apprendre, pour voir quand on peut faire en Dominique qui marche en Martinique ou en Guadeloupe. So we have to look at what's common and work together. But what's not common, for example, sometimes you might find a heat wave or weather phenomena hitting only one country. But when this happens, this platform provides an opportunity for the network or the gathering to think of and come up with solutions that we can jointly assist each other as different countries. And it has happened before. When Maria hit Dominica, St. Lucia sent police, sent nurses, sent doctors, sent a lot of help. So this forum provides an even stronger foundation to build on for when the next thing happens.
Les Guadeloupéens adoptent-ils une alimentation saine et équilibrée? Ce matin, l'INSEE a présenté une étude sur les habitudes alimentaires des habitants de notre territoire. Quel constat peut-on faire de celle-ci? La réponse dans ce reportage. L'étude qui a été présentée ce matin, elle est très intéressante parce que d'une part, elle alimente une base de données qui commence à grandir sur les comportements alimentaires des Guadeloupéens, mais aussi des Antillais de manière générale, puisqu'on avait aussi des travaux avec la Martinique. Et elle permet surtout au directeur général de l'ARS de mieux cibler les actions de lutte contre le surpoids et l'obésité qu'il va conduire lorsqu'il fait des actions qui encouragent l'alimentation saine ou l'activité physique. On a surtout été sollicités, nous, pour produire des chiffres relatifs à l'importation. On a également été sollicités sur l'agriculture biologique, parce que c'est quand même un élément important. Il y a vraiment des producteurs moteurs, motivés, et une structuration qui commence à venir. Et on a vraiment une très bonne évolution des chiffres en termes de surface engagée. On est aujourd'hui à 4% de la surface agricole utile qui est en bio. Et voilà, et c'est en augmentation d'année en année. Donc c'est très encourageant et on suit ça de très près. Notre étude elle a permis de regarder les différences d'habitudes alimentaires entre les ménages guadeloupéens et les ménages en hexagone. Ce qu'on sait déjà, c'est que les ménages guadeloupéens, il y a une forte part de leur budget qui va dans l'alimentaire. Le fait marquant, c'est que, par exemple, la consommation de fruits est moins fréquente en Guadeloupe qu'en hexagone, en particulier pour les ménages les plus modestes. Les produits laitiers sont également moins consommés. À l'inverse, les légumes, l'huile, les produits sucrés sont plus consommés en Guadeloupe. Il serait utile que les Guadeloupéens, en tout cas, reçoivent de la part des professionnels de l'alimentation des actions d'éducation à l'alimentation lorsqu'ils sont petits, mais aussi des informations, voire des ateliers culinaires lorsqu'ils sont plus grands et qu'ils doivent cuisiner pour leurs petits ou pour eux-mêmes. Mais de manière générale, c'est vrai qu'autour de l'alimentation, il y a pas mal de problématiques parce qu'on a d'une part une population qui vieillit, mais on a aussi beaucoup de personnes en situation de pauvreté. Et il faut tenir compte aussi du pouvoir d'achat pour améliorer sa consommation. Accompagner les foyers abyssois les plus vulnérables à se relever après des événements comme Fiona ou en amont d'épisodes cycloniques, c'est la mission que s'est confiée la ville de Vieux Habitants. Ce matin, ils ont pu se renseigner sur les aides alimentaires ou financières mises à leur disposition. Un reportage d'Olivier Félix. Cet événement devait être organisé à la suite de Fiona, parce qu'on s'est rendu compte que les familles de Vieux Habitants ont eu énormément de difficultés, elles ont été très touchées par cet événement. Mais cependant, les contraintes ont fait, on a eu énormément de contraintes qui ont fait que la manifestation n'a pas pu être faite dans les délais. Donc elle a été faite aujourd'hui et en préparation également de la saison cyclonique qui va démarrer le 1er juin. C'est important pour nous d'être présents, surtout qu'on est acteur de la ville de Vieux Habitants, notamment par le biais de notre épicerie solidaire. Donc c'est un moyen pour nous de faire découvrir et redécouvrir aux personnes qui ont eu des difficultés et qui ont encore des difficultés de notre présence et de la manière dans laquelle on peut les aider au niveau, en tout cas, des achats de première nécessité, on va dire. Il y a le temps de l'émotion, il y a le temps d'aller voir les gens juste après un cataclysme. Après Fiona, c'était le cas, où il y a eu beaucoup de secours vis-à-vis des familles les plus touchées. Et puis dans le temps long, il y a des familles, Fiona est encore dans les maisons, Fiona est encore certaines personnes qui ont été touchées. Donc ces personnes-là, il faut continuer à les accompagner. Donc cette opération, c'est dans ce cadre-là, on l'a inscrit. C'est ces familles qui ont été touchées, ces familles qui ont besoin, par exemple, des fois des trucs très simples, d'accompagnement sur l'aide alimentaire, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et de venir leur dire, on ne nous a pas oubliés. Donc c'est important. Il y a l'aide financière, il y a l'aide matérielle, mais il y a l'aide aussi psychologique, il y a l'aide aussi, on va dire, morale. Donc le fait de prendre le temps pour passer avec eux, de montrer qu'il y a des structures. Il y a la collectivité, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a d'autres structures qui sont dans le champ social, qui sont là pour accompagner les personnes qui sont en difficulté. Donc ça peut être des difficultés ponctuelles liées à l'aide alimentaire. Le CCAS, on le fait. On voit bien que notre portail de repas, le nombre n'arrête pas de s'agrandir. Les aides facultatives en mairie n'arrêtent pas de s'agrandir. On a aujourd'hui à peu près 120 familles qu'on accompagne dans ce cadre-là. Et puis après, il y a des familles qui viennent aussi pour des problématiques liées à leur logement, parce qu'il y a une amélioration à faire. Il y a l'habitat, il y a aussi les salles d'eau qu'il faut arranger, parce que c'est des problèmes de mobilité, d'accessibilité à des endroits pour des personnes âgées. Donc on a cet accompagnement pour les personnes qui sont les plus âgées, mais globalement pour les personnes vulnérables. Donc ça peut être des jeunes aussi,
qui sont en situation de précarité, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin d'écoute. On trouvait ça très bien d'inviter nous aujourd'hui-là, nous chaque petit panier, ça fait nous plaisir, parce qu'en ce moment, c'est très difficile à vivre. Eh bien, voilà. Tous les partenaires qui ont été invités, c'est vraiment pour répondre à cette crainte des personnes. Donc c'est pour ça que vous avez des mutuelles, vous avez également des associations caritatives telles que le Secours catholique et également Alternative 119. Et le bus également de France Service pour permettre aux personnes d'effectuer leurs démarches administratives qu'elles n'ont pas pu faire en fait dans les délais. Et vraiment également les services formation pour permettre aux personnes de pouvoir se réinsérer malgré les difficultés qu'elles ont pu avoir à la suite de cet événement. Sublimer nos produits locaux en confectionnant des desserts dignes de grands chefs, ce n'est pas chose aisée. Et les élèves de terminale professionnelle du lycée hôtelier, eux, y parviennent déjà avec brio. Ce matin, ils ont préparé un buffet gourmand aux saveurs de notre île dans le cadre du projet Chef-d'œuvre, un examen phare du baccalauréat. Un reportage signé Charlie Dagonia. Alors ce projet en fait rentre dans le cadre du chef-d'œuvre. C'est un projet qu'on demande aux élèves de présenter soit individuellement, soit de manière collective et qui rentre dans le cadre de leur examen en fait final. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes malheureusement, que ce soit au niveau de la gestion, des finances, même des recettes. Mais comme nous sommes un groupe de classe, nous avons pu nous entraider entre nous-mêmes afin de pallier aux problèmes que nous avons rencontrés avec l'aide de nos professeurs, de Mme Brie, de M. Marchal. Ce qui fait que nous avons pu vous présenter aujourd'hui ce chef-d'œuvre. L'idée de base, c'est de valoriser les produits locaux qu'on détient en Guadeloupe. Donc, pour nous, c'est l'avocat et le bois d'Inde. Alors, ça se passe en fait sur 2 ans. Donc, ils commencent leur projet l'année précédente. Là, ils sont en terminale, ils ont commencé en première. Et donc, ils ont commencé avec mon collègue. Et moi, j'ai pris la suite cette année. Donc, les idées étaient déjà bien avancées. Et donc, j'ai participé un petit peu à ma manière à la finalisation de leurs idées. Oui, alors c'est un Saint-Honoré revisité. En base, on a un sablé au coco, un petit chou avec un craquelin aromatisé au gros menthe. Dans le chou, on a une crème mousseline aromatisée au punch à la groseille. Au-dessus, on a une crème chip boost coco. Dans les petites pipettes, on a un coulis à la groseille. On ne met pas trop en valeur la groseille. On la met plutôt dans les jus. On a voulu l'introduire dans une pâtisserie digne d'un grand chef pâtissier. Et c'est pour ça. Et la gros menthe aussi. On la prend surtout pour faire des tisanes, des thés, quand tu es malade. Mais là, on l'a introduit dans notre chou. Je trouve que les élèves se sont vraiment révélés de manière extraordinaire parce qu'ils ont eu des idées d'utiliser les produits locaux, de les travailler de manière différente et de les incorporer dans des recettes un peu plus traditionnelles. Et donc, ça donne des produits qui sont très bons, qu'on n'a pas l'habitude de goûter et qui, franchement, m'impressionnent par leur imagination et même maîtrise, parce qu'ils ont fait plusieurs tests pour arriver au produit final. Et on voit qu'au final, le produit réussi et très bon. On a présenté aujourd'hui un flan revisité au maracuja et au moringa. On a mis moins de sucre par rapport à la mère du maracuja et on a rajouté du rhum maracuja. Alors pourquoi ce choix? Parce que ça a fait montrer les différents fruits et les différentes plantes de Guadeloupe. Et nous souhaitons bonne chance à ces étudiants. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Je vous remercie de votre fidélité et je vous retrouve demain à partir de 18h30 pour une nouvelle édition du JT. Excellente soirée sur Canal 10.